Je vais donc vous faire un tour rapide des différents instruments, équipements et ce que font les différents boutons et les différents... tout ce que vous voyez ici dans le cockpit de l'avion pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce que je bidouille dans mes vidéos et en soi comment le DR400 fonctionne au niveau de son utilisation normale. On va commencer entre les deux pilotes. Au niveau des sièges, ça c'est quelque chose que beaucoup de monde a du mal à trouver au début, moi y compris. C'est ce petit levier là, le tout petit levier que vous voyez à côté du siège, qui est le levier de réglage du siège. Alors je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai avancé un petit peu le siège. Pour le reculer, il suffit de pousser sur cette manette un petit peu vers l'arrière et le siège recule de lui-même. Après, il faut s'assurer que le siège soit bien verrouillé pour éviter d'avoir de mauvaises surprises au moment de la mise en puissance ou du freinage. Les ceintures de sécurité, vous avez des ceintures au niveau des hanches comme dans les avions de ligne normaux qui s'attachent, s'ajustent et se détachent comme dans les avions de ligne normaux. En plus de ça, vous avez également un brin d'épaule qui s'attache comme ceci et que généralement on met après la mise en route du moteur au cas où quelque chose se passerait mal, on sait jamais. Élément suivant, c'est ce gros levier qui est entre les deux pilotes. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui est assez compliqué à atteindre quand on est en vol avec quelqu'un d'assez corpulent? C'est le levier des volets. Donc les volets de bord de fuite, qui sont des volets mécaniques, donc actionnés par des câbles, et que l'on peut régler en deux crans différents. Cran d'atterrissage et le cran de décollage. Et puis bien sûr la position rentrée. On les laisse sortis les volets quand on est au sol, simplement pour simplifier la montée et la descente de l'avion. Bien ensuite le compensateur. Quand on est en vol, quand on pilote, on a un certain effort à porter aux manches pour pouvoir tenir l'avion sur une trajectoire constante et pour le maintenir en palier. Et pour contrer l'effort que ça requiert, on utilise une petite sorte de petite gouverne à l'arrière de la gouverne de profondeur qui nous permet simplement de simplifier l'effort au niveau du pilotage. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en pilotant, aussi bien après le décollage que pendant l'approche, durant la croisière évidemment, donc à peu près tout le temps dans le vol. L'élément suivant, c'est le robinet d'essence ici. Sur cet avion il est assez simple étant donné qu'on n'a qu'un seul réservoir de 110 litres à l'arrière entre les deux passages arrière, qui est donc disponible en deux positions, ouvert ou fermé. Et on voit qu'en dessous de la position fermée ici on a un petit bouton rouge qui est le démarreur de l'avion. Et ensuite la manette rouge qui est présente sur à peu près tous les avions d'aviation générale, même tous les avions d'aviation générale logiquement. La mixture qui gère le mélange air-essence dans le moteur. Ensuite le petit bouton qui est ici, c'est le frein de parking. Là il est relâché puisqu'il est poussé. Et en fait il permet de maintenir la pression hydraulique dans les freins. Ce qui fait que pour serrer le frein de parc, il faut d'abord mettre les pieds... J'essaye de vous filmer ça mais c'est un petit peu compliqué. On n'y voit rien du tout. Les palonniers sont ici, les pédales donc de l'avion. Vous devez mettre les pieds en haut des pédales et pousser de sorte à freiner. Et ensuite vous pouvez tirer le frein de parc qui permet de maintenir la pression hydraulique dans les freins. Pour le relâcher, il suffit simplement de repousser et la pression est libérée. On s'intéresse maintenant au panel principal, on va dire, de l'appareil. Là où se trouvent la plupart des instruments et des indicateurs. On commence donc ici à gauche avec les deux instruments rouges, enfin les deux commutateurs rouges qui sont sur tous les avions également. Celui de la batterie et celui de l'alternateur. Donc la batterie qui fournit l'électricité, l'alternateur qui permet de recharger la batterie quand le moteur tourne. Vient ensuite le contact magnéto, les clés de l'avion. Donc les magnétos agissent comme des bougies dans un moteur de voiture. Voici les instruments moteurs. Là je me rends compte que l'éclairage est très mauvais. Bon, je m'y prends pas très tôt dans la journée. Là on est en hiver et il va être 5h30. Et en plus dans le hangar il fait pas c'est pas très lumineux, donc bon. On va faire avec ce qu'on a. Premier indicateur ici, c'est l'indicateur de quantité de carburant qui est fonctionnel une fois que la batterie est allumée. Vous voyez que la petite aiguille monte et redescend quand je coupe la batterie. Il y a ensuite les indicateurs de température de tête de cylindre et d'échappement, puis un indicateur de température de carburateur, ce qui est très utile quand on vole dans des conditions givrantes pour le carburateur, parce que ça nous permet de savoir quand est-ce qu'il faut utiliser le réchauffage carbu en croisière, donc ça évite les mauvaises surprises avec le moteur. Et ensuite l'indicateur de pression de carburant, et logiquement juste à côté de cet indicateur, la pompe électrique qui nous permet d'établir une pression carburant quand le moteur est éteint ou qu'on a un souci avec la pompe mécanique de l'avion.
Ici en haut, on a les deux instruments raccordés à l'huile. Donc celui de l'indicateur de pression d'huile et l'indicateur de température d'huile. Le tachymètre, ou le compte-tours tout simplement, ça nous donne la puissance du moteur en tours par minute. Le réchauffage du carburateur qui est activé pour l'atterrissage et en général toutes les opérations avec le moteur ralenti. Et auquel il faut faire très attention en vol en conditions givrantes. C'est-à-dire que quand on vole par des conditions de forte humidité et de basse température, le carburateur est très délicat à gérer et très susceptible de givrer. Et ça peut nous faire de mauvaises surprises avec l'utilisation du moteur, c'est pourquoi on a cet indicateur qui est très utile ici et qu'on surveille assez régulièrement. Pour l'activer, il suffit de le tourner pour le déverrouiller, de le tirer et de le retourner dans le sens horaire pour le verrouiller. Aussi simple que ça. Cet instrument qu'on a ici, c'est un équivalent d'un flarm. Bon, je ne m'en sers pas vraiment en utilisation normale de l'appareil, et en l'occurrence il ne fonctionne pas très bien puisque à peu près un vol sur deux il est inactif. Mais c'est un instrument qui nous permet de garder un œil sur le trafic aérien. On a ensuite deux contacteurs ici et là qui sont des contacteurs d'avionique, de master d'avionique. Donc on en a deux sur cet avion puisqu'il est certifié IFR. Le Québec Romeo que vous voyez là-bas étant un avion certifié VFR, il n'en possède qu'un. On a ensuite toute une batterie de fusibles, de disjoncteurs et de fusibles. Ça c'est assez parlant, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ensuite les commandes pour l'ouverture de différentes trappes reliant la cabine au moteur, enfin à différentes zones du moteur, permettant le désembuage, le chauffage des places avant, des places arrière, et éventuellement une isolation complète de la cabine par rapport au moteur. On a ensuite ici un indicateur qui nous donne la charge de l'alternateur et la température extérieure en degrés Celsius et Fahrenheit. Et on enchaîne avec l'instrument qui compose principalement cet EFIS, donc le G500, le Garmin G500, qui est la combinaison des deux écrans que vous voyez là. Primary Flight Display, PFD à gauche, et Navigation Display ou ND à droite. Je vais les allumer dans un instant pour que vous voyez les informations qu'on voit dessus. Ici on a deux instruments de secours en cas de problème sur les instruments principaux. Un GPS ici, qui s'occupe également de faire les fréquences de COM1 et NAV1. Ici une radio pour les COM2 et NAV2. Le transpondeur. On enchaîne ensuite avec l'oramètre de l'avion qui nous donne donc le nombre d'heures du fonctionnement du moteur. Désolé, je suis obligé de refermer la verrière parce qu'on a un 320 qui va partir. Un indicateur de monoxyde de carbone auquel il faut faire très attention également en vol. Ça nous indique quand on a un souci de fonctionnement, par exemple de l'échappement du moteur. Un oramètre analogique au cas où celui-ci ne fonctionne plus. Pour ce qui concerne la partie supérieure ici du cockpit, on a tous nos commutateurs de feu et de réchauffage pitot. Également les commutateurs des éclairages intérieurs. Bon, celui-ci est un petit peu a mal été remis, mais bon, c'est pas un souci. Notre balise de détresse, les différentes alarmes ici, et un petit commutateur qui nous permet de mettre les alarmes soit en éclairage nocturne, donc plus faible, en éclairage journalier, donc plus fort, et en test, c'est-à-dire qu'on peut tous les éclairer pour les vérifier. Enfin, là-haut, alors là ça va faire un peu de bruit, désolé, un 320 qui part. Ici on a un compas magnétique normal, qui nous permettrait en théorie de recaler notre directionnel, mais étant donné qu'on est sur un EFIS, on n'a pas besoin de s'occuper de ça, donc on se sert pratiquement pas de cet instrument-ci en vol normal. Et pour les instruments d'utilisation normale, c'est à peu près tout. Bon, en haut, on a le... Voyons si je peux vous montrer ça sympathiquement. C'est le levier de la verrière, tout simplement, pour la verrouiller ou la déverrouiller. Ici, c'est le haut-parleur avec les différentes LED permettant l'éclairage nocturne. Et deux autres petites choses qui peuvent vous intéresser, ce sont les leviers en quelque sorte de largage de verrière, un de chaque côté du cockpit. Alors nous sommes toujours dans le cockpit du DR400 et maintenant nous allons jeter un œil aux différents instruments quand on met la batterie, quand on allume la batterie, pour voir un petit peu ce que font ces différents instruments et notamment les EFIS. Alors à l'allumage de la batterie, on a évidemment toutes les alarmes qui sont relatives à l'extinction du moteur qui s'allume, donc les basses pressions d'huile, d'essence et la charge de l'alternateur qui est négative, ce qui est logique, la batterie se décharge étant donné que l'alternateur ne recharge pas. Pour éliminer l'alarme de pression d'essence, on peut allumer la pompe électrique. On va maintenant, pour pouvoir allumer tous les instruments de l'EFIS, allumer les masters d'avionique.
On les fait les uns après les autres, à l'allumage puis à l'extinction, de sorte à s'assurer que les deux fonctionnent bien. Donc on commence par allumer celui de gauche, puis celui de droite, et à l'extinction on éteint d'abord celui de gauche, puis celui de droite, pour s'assurer que les deux fonctionnent sans problème. Ce qu'on entend maintenant, ce sont les ventilateurs du G500, qui permettent de refroidir l'instrument. Donc déjà on commence à avoir quelques informations supplémentaires, notamment ici, au niveau des instruments de secours. On voit qu'ici on a un horizon artificiel avec la bille, et en dessous on aperçoit à la fois un altimètre avec évidemment le QNH indiqué et un anémomètre qui nous donne la vitesse par rapport à la lecture du tulpito. D'ailleurs on est à 620 pieds actuellement, donc on a un QNH à peau de 1025-1026, ouais. Donc là il faut attendre un petit instant que les AHRS s'alignent. Donc en gros c'est l'équivalent des IRS chez Boeing, des ADIRS chez Airbus. Tout simplement le GPS qui est en train de récupérer la position de l'avion. Voilà. Donc d'ores et déjà on peut jeter un coup d'œil à ce que nous propose le GPS. On comprend un petit peu mieux l'utilisation des différents instruments. Alors j'ai oublié de vous préciser bien sûr, les deux instruments qu'on voit ici, c'est pour les indications de l'ADF ici ainsi qu'un chronomètre, et les indications du DME ici, en bas. Alors intéressons-nous à ce qu'il y a là. Je vais mettre ça rapidement en stand-by pour éviter qu'on embête le contrôleur. C'est normal. Le GPS que vous voyez ici, c'est un GTN 650 qui nous sert à la fois de nav 1 comme 1 et pour rentrer des routes vers une certaine destination. Par exemple, si je veux rentrer une route vers Tarbes, je sais que Tarbes est un aéroport proche, je clique sur Nearest, Airport, et on voit qu'on devrait avoir Tarbes pas très loin, LFBT, Tarbes Lourdes Pyrénées. On clique sur Direct Activate, et on a notre route qui rentre ici, et qui est également indiquée sur le Navigation Display du G500. On a également nos fréquences de COM1 avec le sol de Pau et la tour de Pau ici. Pour switcher de active à standby, on appuie tout simplement sur la fréquence qui est en active. Là on est sur la fréquence tour 124.15 et là sur la fréquence sol 121.7.5. Pour basculer de de COM à nav, on appuie tout simplement sur le sélecteur ici et on voit qu'on a les indications. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Et on voit qu'ici on a les indications concernant le VOR de Lambay et le VOR de Tarbes ici en dessous. Si on veut rentrer par exemple l'ILS de Pau, on rentre la fréquence 110.10 et à nouveau on appuie sur la fréquence active actuellement pour échanger les deux. Aussi simple que ça. En dessous donc comme je vous le disais on retrouve notre panneau avec les NAV2 et COM2 et enfin en bas notre transpondeur avec les différents digits qui nous permettent de rentrer le code transpondeur. Également un bouton fonction qui nous permet d'accéder à un chronomètre. Intéressons-nous maintenant donc aux EFIS. Donc on retrouve notre PFD et notre ND, Primary Flight Display, écran principal de vol, et ND Navigation Display ou écran de navigation, qui nous donne toutes les informations dont on a besoin pour le vol. Alors la partie gauche, le PFD s'occupe de nous donner les indications pour le pilotage en soi, avec l'attitude de l'avion avec un horizon, la vitesse, l'altitude, le taux de descente ou de montée, une rose des vents ou le directionnel tout simplement sur cet avion là. On peut basculer du mode CDI au mode GPS. Et évidemment, étant donné qu'on a rentré en nav1 la fréquence de l'ILS de Pau, on voit qu'on est légèrement en dessous du glide slope, ce qui est compréhensible étant donné qu'on est en bout de piste, comme on le voit sur le ND. Ce ND, donc le Navigation Display, est un écran sur lequel, comme vous pouvez le voir, c'est tracé la route qu'on a rentrée vers Tarbes, le direct vers Tarbes. On y retrouve également la disposition des espaces aériens avec notamment la CTR de Pau ici. Les différents terrains que l'on peut retrouver. Et en utilisant ce commutateur, on peut trouver des informations sur l'altitude du terrain environnant. Donc là évidemment on est au sol, donc tout est en rouge, catastrophe, Jésus, Marie, Joseph, on est en dessous du sol. On retrouve les mêmes informations ici. On peut également accéder, bon ça ce sont des paramètres pour les écrans, on n'a pas besoin de toucher à ça. Notre plan de vol, donc notre direct vers Tarbes qu'on a rentré dans le GPS un petit peu plus tôt. Et également les cartes. On peut sélectionner les cartes de différents aéroports et naviguer sur ces cartes
qui est très pratique en utilisation normale, on va dire. On peut également sélecter des informations étant donné que le G500 fonctionne, est un appareil global, on va dire, pour l'aviation générale. Il fonctionne également pour des avions équipés d'un pilote automatique, c'est pas le cas de celui-ci, mais il pourrait. Ce qui fait donc qu'on a différents commutateurs pour pouvoir sélecter un cap, une course pour... Ça par contre on peut s'en servir dans ces avions là, une course par exemple pour l'ILS 306. Je suis allé dans une seconde, 306 voilà. Une altitude, 1600 pieds à l'altitude du tour de piste à Pau. On va avoir une alerte, un bip assez fort, 1000 pieds avant d'atteindre notre altitude sélectée. Un taux de montée ou de descente, et évidemment un calage barométrique, donc qui est à 1028 actuellement sur Pau, étant donné que le terrain de Pau est à 620 pieds, on a un QNH de 1028. Voilà, c'est à peu près tout pour le DR400, le cockpit du DR400. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à revenir. Hop, un petit instant, je vais couper, on vérifie que tout soit ok. Voilà, tout est ok. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. On coupe la batterie. Je disais donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. A nouveau, ce n'est pas une vidéo de formation pour le pilotage, c'est simplement pour vous présenter un petit peu l'avion sur lequel je vole et que vous compreniez un peu mieux ce que je fais dans mes vidéos, ce que je bidouille pendant le vol. La prochaine fois, on va s'intéresser au pilotage lui-même du DR400, donc il m'est arrivé une situation un petit peu embêtante où je me suis retrouvé à enregistrer un vol complet sous 2 angles différents avec mes caméras. Mais à ne pas enregistrer la TC puisque mon dictaphone que voici n'a enregistré que la première seconde des communications, c'est assez embêtant. Et je me suis dit que j'allais me servir de cette opportunité pour vous présenter un petit peu, non pas en voice-over mais avec du texte, ce que je fais avec l'avion, ce que je bidouille, pour vous montrer vraiment l'utilisation du DR400, l'utilisation de ce cockpit, et que vous sachiez un peu qu'est-ce que je fais concrètement quand je pilote un DR400. Donc à nouveau, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.